Bonjour et soyez les bienvenus dans Xenius. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dans une ferme bio du Schleswig-Holstein. Les animaux qui vivent ici tranquillement finiront un jour sous forme de steak ou de saucisses dans nos assiettes. Et c'est précisément le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Personnellement, je raffole de viande. Comme la plupart des gens d'ailleurs. La consommation de viande est en effet très élevée des deux côtés du Rhin. En moyenne, Français et Allemands en mangent plus de 60 kilos chacun par an. Soit plus d'1 kilo par semaine. Moi, à l'inverse, je n'en mange plus depuis 22 ans et ça ne m'a jamais manqué pour de multiples raisons. Notamment parce que consommer une quantité élevée de viande peut être dangereux pour la santé et augmente les risques d'accidents vasculaires cérébrales, de diabète et d'infarctus. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a d'ailleurs officiellement classé la charcuterie dans la catégorie des produits cancérigènes. Nous allons donc nous demander aujourd'hui quelle quantité de viande il est recommandé de manger pour rester en bonne santé. Mais pour commencer, voyons ce qui se cache à l'intérieur de la viande. Considérée autrefois comme un produit de luxe, la viande n'était dégustée qu'une fois par semaine, souvent le dimanche. Désormais, elle figure au menu quotidien de la plupart des humains. Les femmes en consomment en moyenne 600 grammes par semaine, contre plus d'1 kilo pour les hommes. Mais pourquoi mange-t-on de la viande? Et quelle est celle que l'on retrouve le plus souvent dans nos assiettes? Le porc est la viande la plus consommée en France et en Allemagne, devant la volaille et le bœuf. Le mouton, la chèvre et le gibier garnissent rarement nos assiettes. Simple question de goût, car le corps humain est capable d'assimiler toutes les viandes. Les humains sont des êtres omnivores. Des études scientifiques sur le système digestif de l'homme ont montré que nous pouvons ingérer, manger et digérer tout type de viande. La viande n'est donc pas mauvaise pour la santé. C'est une précieuse source de protéines pour notre corps qui est incapable d'en produire seul et ne peut les stocker qu'en quantité limitée. Porc, bœuf ou volaille, les protéines animales sont celles qui se rapprochent le plus des protéines humaines. Les protéines animales ont une haute valeur biologique. Cela signifie qu'elles contiennent tous les acides aminés dont le corps a besoin pour fabriquer ses propres protéines. Les protéines végétales ont une valeur biologique inférieure et sont donc moins bien assimilées par notre organisme. Autre avantage, la viande est une source importante de vitamines, en particulier de vitamine B. La viande rouge est également riche en fer, un minéral que le corps humain métabolise facilement. Sans oublier le magnésium, le potassium, le zinc et la graisse. La graisse a l'avantage d'être une source d'énergie importante pour le corps humain. Le problème est que nous en absorbons beaucoup trop. Il faut donc faire attention à la teneur en graisse de la viande que nous consommons. La qualité de la viande que nous mangeons dépend aussi de la manière dont les animaux ont été élevés. Dans les élevages industriels, l'utilisation massive d'antibiotiques et d'hormones peut avoir des effets sur la qualité de la viande. Les fermes bio, quant à elles, limitent au maximum leur usage et pratiquent un élevage respectueux des animaux. L'alimentation des animaux a un impact considérable sur la qualité de leur graisse. Il y a une grande différence entre les bêtes qui paissent dans les prés et celles nourries avec du fourrage concentré dans les élevages industriels. Cela influe sur la qualité des graisses de la viande que nous ingérons. Mieux vaut donc privilégier la viande issue d'élevages respectueux des animaux. Mais quelle est la plus saine d'entre elles ? Drumsteak, côte de porc, saucisse ou escalope de poulet. La viande rouge, comme le bœuf, le porc ou l'agneau, ou plutôt la blanche, comme le poulet ou la dinde. De nombreuses études ont montré qu'une consommation élevée de viande rouge entraîne un risque accru de maladies cardiovasculaires et de cancer de l'intestin, ce qui ne semble pas être le cas de la viande blanche. Le Fonds mondial de recherche contre le cancer recommande de ne pas manger plus de 300 grammes de viande rouge par semaine. Selon la Société allemande de nutrition,
mieux vaut limiter sa consommation hebdomadaire à 600 grammes, à l'instar de la plupart des femmes. Les hommes, généralement plus carnivores, en ingèrent une quantité bien plus importante. Mais d'où vient cette différence? Cela est dû à différentes choses. D'une part, la viande tient une place importante dans notre culture alimentaire. On l'associe peut-être aussi inconsciemment aux chasseurs qui tuent des animaux et découpent leur chair. Il s'agit bien sûr d'une image archaïque, mais elle pourrait expliquer pourquoi les hommes sont plus friands de viande que les femmes. Pour résumer, manger de la viande, c'est bon pour la santé, tant qu'on en consomme avec modération. Bonjour. On prend celui-là? Oui, celui-là, c'est bien. Et voici à quoi ressemble une escalope grandeur nature, au cas où vous l'ignoriez. Les plantes nous apportent autant de nutriments que la viande. Voilà pourquoi je préfère opter pour le seitan, le tofu, etc. Mais pour ceux qui préfèrent rester carnivores, mieux vaut toutefois réduire de moitié votre consommation de viande. Ah oui, c'est lourd. Mathias Geffrer, vous êtes chef cuisinier au sein de cette ferme bio et vous cuisinez la viande d'animaux issus de votre propre élevage. Aujourd'hui, on a été un peu moins exemplaires puisqu'on vous a apporté de la viande achetée au supermarché. Quand on fait ses courses, comment peut-on savoir si une viande est de bonne ou de mauvaise qualité? La première chose à retenir, c'est que viande et humidité ne font pas bon ménage. Aucun liquide ne doit donc s'en échapper. Donc là, c'est mauvais signe. La viande qui se trouve dans cet emballage n'est effectivement pas assez maturée. Sans compter que l'animal a sûrement été abattu dans de mauvaises conditions. Le fait qu'elle baigne dans ce liquide favorise la propagation de bactéries comme les salmonelles, qui sont très dangereuses pour la santé. Vous parliez à l'instant de maturation de la viande. En quoi est-ce important sur le plan sanitaire? Ici, nous faisons maturer la viande à sec. Traditionnellement, après avoir abattu un bœuf ou un porc, il faut toujours suspendre la viande à un crochet. Combien de temps? Tout dépend du type de viande. Chez nous, il faut compter 5 à 6 jours pour le poulet et jusqu'à 14 semaines pour le bœuf. Et cette maturation rend vraiment la viande plus saine? Absolument. La maturation rend la viande plus digestible. Sous l'action des enzymes, les protéines et le collagène se dissolvent progressivement. La viande devient plus tendre, mais aussi plus digestible et plus hygiénique. Elle se déshydrate et devient plus goûteuse. Et qu'en est-il de la viande de supermarché? La viande vendue en supermarché n'est pas maturée. Elle est emballée directement après abattage de l'animal, d'où les rejets d'eau et le risque de prolifération de bactéries. Si on ne consomme pas la viande tout de suite après l'avoir achetée, quelles sont les astuces pour la conserver plus longtemps? Il faut absolument laisser respirer la viande. Le mieux, c'est de la sortir de son emballage pour l'aérer et, en l'occurrence, la faire sécher. Tu peux l'éponger un peu avec un papier essuie-tout. Ça permettra de la conserver plus longtemps. Oui, il y a pas mal d'eau. Regardez-moi toute cette eau. On peut aussi enduire la viande de bœuf avec un peu d'huile d'olive, par exemple. À quoi ça sert? Ça évite qu'après l'épongeage, la viande ne s'assèche. Et ça permet aussi de fermer ses pores. Il suffit ensuite de l'emballer dans du papier sulfurisé, qui est imperméable, tout en laissant bien ouvert aux deux extrémités. C'est très important. On peut ainsi la conserver sans problème au réfrigérateur. Combien de temps? Au moins une semaine. Une semaine. En ce qui concerne la volaille, mieux vaut s'assurer qu'on a bien épongé la viande pour éviter toute prolifération de bactéries. Pour cela, on la saupoudre de sel de mer non raffiné et d'un peu de sucre de canne brut.
et on laisse reposer le tout. On voit bien toute l'eau rejetée par la viande. Pour finir, on éponge bien le tout. Il ne suffit pas d'acheter de la viande de qualité et de la conserver dans de bonnes conditions. Ne pas la faire griller correctement peut aussi être dangereux pour la santé. Et ça, c'est l'affaire des spécialistes du barbecue. Bien que cette technique de cuisson existe depuis la nuit des temps, dès l'ouverture de la saison des barbecues, les experts tirent la sonnette d'alarme. Alerte, risque de cancer. 1 kilo de viande grillée serait aussi nocif que 600 cigarettes. Mais ce petit plaisir estival est-il vraiment mauvais pour la santé? Devra-t-on bientôt dire adieu aux grillades? Selon le nutritionniste Matthias Riedel, tout réside dans l'art de griller la viande. De nombreuses études laissent entendre que la viande cuite au barbecue serait néfaste pour la santé. Mais ce n'est pas le cas. Il suffit de bien s'y prendre pour que les grillades restent inoffensives. Mais la fumée rejetée par le charbon de bois contient bien de dangereuses substances chimiques. En particulier quand la graisse ou le jus de la viande goûte sur les braises et ne se consume pas entièrement. De quoi entraîner la formation de benzopyrène, une substance cancérigène contenue dans la fumée des cigarettes. Il s'agit là d'une comparaison un peu bancale. La fumée est certes très nocive pour la santé, mais si on fait griller la viande dans les règles de l'art, on produit une quantité tellement infime de benzopyrène qu'elle reste inoffensive. Mieux vaut ne pas poser la viande juste au-dessus des braises, mais plutôt sur les côtés de l'appareil. De quoi éviter que la graisse ou le jus entre en contact avec le charbon et entraîne la formation de dangereuses fumées. Voilà pourquoi on recommandait jusqu'ici de faire cuire la viande dans un bac en aluminium. Mais nous savons maintenant que l'aluminium est un matériau pouvant entraîner des troubles nerveux chez l'homme. Il y a d'autres manières de réduire les substances toxiques contenues dans la fumée. Par exemple, en utilisant de la moutarde. Selon une équipe de chercheurs indiens, une petite quantité du fameux condiment jaune suffit. De récentes études ont montré que les épices et autres ingrédients utilisés lors d'un barbecue peuvent être bénéfiques pour la santé, car elles neutralisent les substances nocives. Des scientifiques canadiens affirment quant à eux que les capres et les fines herbes, telles que la livèche, réduisent les risques de cancer dus au benzopyrène. Autre bonne nouvelle pour les amateurs de bière, des chercheurs espagnols et portugais ont découvert que la marinade à la bière, brune de préférence, est efficace contre cette substance toxique. Suffit-il alors d'en verser sur son barbecue? Il est important d'utiliser la bière uniquement sous forme de marinade. Car si l'on s'en sert pour éteindre les braises, il se pourrait qu'une immense flamme se crée au contact de la graisse et qu'il se produise ainsi l'effet inverse. Autre point important. Vaut-il mieux retirer les parties carbonisées de la viande avant de la déguster? Pas forcément. Une étude menée au Canada indique que celles-ci agissent comme du charbon actif et empêchent l'organisme d'absorber le benzopyrène. Ces résidus noirs seraient-ils alors bons pour la santé? Il est possible que les parties carbonisées ne soient pas si nocives et qu'elles soient même capables d'absorber des substances toxiques. Mais nous devons encore attendre les résultats d'autres études. Les parties brunes et croustillantes des grillades étaient jusqu'à présent considérées comme dangereuses en raison de la présence d'amines. Des substances 30 fois plus toxiques sur la volaille que sur le porc ou sur le bœuf. Ces amines peuvent également se former lors de la torréfaction de grains de café. Pour faire griller de la viande, mieux vaut donc prendre quelques précautions. Des scientifiques turcs ont démontré qu'une marinade à la grenade limitait les risques pour la santé. Des chercheurs américains ont fait le test. Résultat, cette préparation permet en effet de réduire de 80% la formation d'amines. Cette marinade au romarin et au thym la diminue même de 87%. Au Japon, on ne jure que par le thym, mais aussi l'origan et la sauge. Autre option possible, la méthode allemande. Rien de tel qu'une bonne bière fraîche pour détruire les amines au sein même de l'organisme. De quoi déguster ces grillades en toute sérénité.
Contrairement à ce que vous pensez, Dörte n'est pas en train de se faire griller un steak de foie, mais une tranche de seitan. Un aliment uniquement à base de protéines végétales. C'est cuit? On va attendre encore un petit peu. Nous savons maintenant que faire griller de la viande à la poêle entraîne la formation de substances toxiques et que parmi les antidotes efficaces figurent la bière et la moutarde. Alors s'agit-il d'une théorie audacieuse, Dr Riedel? Et comment peut-on neutraliser ces toxines? Ces substances toxiques ont une telle influence sur les cellules de notre organisme qu'elles augmentent fortement la probabilité que celles-ci évoluent en cancer. Tout cela est dû à des substances oxydantes. L'antidote qui permet de freiner ce processus, ce sont les antioxydants que l'on retrouve dans la bière sous forme de phénol, ou dans la moutarde sous forme d'huile, ou encore dans les herbes aromatiques sous forme de métabolites secondaires. Ces antioxydants sont contenus dans la plupart des produits à base de légumes ou autres végétaux. C'est pour cette raison que ces derniers sont vraiment bons pour la santé, sans oublier les herbes. Mais y a-t-il un moyen de faire griller de la viande sans entraîner la formation de toxines? Oui, je vais vous donner quelques astuces. Le mieux, c'est de faire cuire ces aliments à moins de 170 degrés, en ajoutant un peu d'huile d'olive. Ce qui aide aussi, c'est d'ajouter un peu de sucre dans la marinade. Mais il ne faut pas trop faire chauffer l'huile d'olive. C'est exact. Si on est en dessous de 170 degrés, on ne risque rien, ni au niveau de l'huile d'olive, ni au niveau des toxines. Il n'y a pas que le fait de faire griller la viande qui est mauvais pour la santé. L'OMS a aussi classé les produits transformés à base de viande parmi les aliments cancérogènes. Qu'est-ce que le salami ou la saucisse ont de si dangereux? Le problème, ce sont probablement les substances utilisées pour fabriquer les produits charcutiers et permettre de les conserver plus longtemps. Par exemple, le sel nitrité qui entraîne la formation de nitrosamines au sein du corps humain. Celle-ci a le même effet que les toxines qui surgissent lorsqu'on fait griller de la viande. Ces substances ont un tel impact sur nos cellules que l'une d'elles peut se mettre à dégénérer et évoluer sous forme de cancer. Donc c'est inutile de tartiner de moutarde un petit pain au salami étant donné qu'il est cancérigène. En effet, ça ne servira à rien. Et la viande rouge est régulièrement soupçonnée d'être également cancérigène. Est-elle vraiment plus dangereuse que la viande blanche? Les différentes études existantes à ce sujet sont contradictoires. Certaines affirment que la viande rouge est inoffensive, d'autres non. Dans tous les cas, mieux vaut consommer 80 grammes de viande rouge par jour, pas plus. Ceux qui se limitent à cette quantité n'ont aucun souci à se faire pour leur santé. Merci à vous. Consommer moins de viande n'est pas seulement meilleur pour la santé, mais aussi pour l'environnement et surtout pour le climat. Une personne qui se nourrit uniquement de produits d'origine végétale économise 380 litres d'eau, 20 kilos de céréales, ainsi que 2000 kilos de dangereux CO2 par jour. Voilà pourquoi il est grand temps de trouver des alternatives à la viande. D'ici à 2050, la demande de viande devrait doubler sur la planète. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a estimé que la consommation mondiale de viande s'élèvera alors à 460 millions de tonnes par an. Mais notre bonne vieille terre ne sera pas en mesure d'en fournir une telle quantité. Voilà pourquoi les chercheurs travaillent à des alternatives. Des scientifiques néerlandais pourraient bien avoir trouvé une solution pour satisfaire les besoins des carnivores de la planète en fabriquant de la viande rouge de synthèse. Voilà à quoi pourrait bien ressembler le steak haché du futur. À gauche, un steak haché artificiel. À droite, un steak haché traditionnel. Le principe, les chercheurs prélèvent dans du muscle bovin des cellules souches capables de se multiplier plusieurs milliards de fois avant de se différencier en cellules musculaires cultivées et colorées en éprouvettes. Objectif, fabriquer les premières boulettes de viande in vitro. D'après les premiers résultats, les steaks hachés de synthèse ne présentent aucun risque pour la santé. Les cellules musculaires artificielles que nous cultivons sont identiques aux cellules naturelles de la viande de bœuf. Les steaks hachés synthétiques ne présentent donc pas plus de risques que la viande bovine véritable. En 2013, le premier steak haché in vitro est cuisiné et dégusté à Londres lors d'une conférence de presse. Les chercheurs affirment être capables de produire 175 millions de boulettes de viande à partir des cellules souches d'une seule et même vache. Seul bémol, une telle prouesse technique coûte la bagatelle d'environ 250 000 €. Selon les scientifiques, cette viande de laboratoire pourrait être produite en masse d'ici une dizaine d'années.
La viande à base de végétaux pourrait toutefois conquérir la planète bien plus rapidement. Et voici la nouvelle lubie des végétariens, le lupin. Appelée aussi graine de curieux, cette plante pousse aussi bien dans les jardins qu'au bord des chemins. Pouvant être cultivé localement, le lupin permet de réduire considérablement les coûts de transport. Les graines de lupin sont riches en protéines et en fer. Cette légumineuse a longtemps servi, sans grand succès, de culture intermédiaire dans les champs allemands. De nature plutôt robuste, elle ne nécessite aucun engrais. Seul petit problème, les graines de lupin doux contiennent des alcaloïdes et ont un goût amer. Mais des chercheurs de l'Institut Fraunhofer sont parvenus à filtrer cette saveur désagréable. Le lupin pourrait donc s'avérer un bon substitut pour la viande. Tout comme avec les graines de soja, il est possible d'isoler les protéines du lupin et de s'en servir comme base pour produire d'autres aliments. Cela permettrait ainsi d'éviter d'utiliser du soja ou des protéines animales. Mais le lupin peut-il réellement concurrencer la viande? Pour en avoir le cœur net, nous soumettons plusieurs volontaires à un petit test de dégustation. D'un côté, une boulette, du filet et de l'émincé à base de viande traditionnelle. Et de l'autre, le même menu à base de lupin. Quel trio gourmand remportera le plus de succès? Les volontaires sont unanimes. La viande à base de lupin est pâteuse et fade. Le filet végétal est le moins apprécié de tous. Comparé aux morceaux de viande bien juteux, ce dernier leur a semblé sec et insipide. Pour produire la viande du futur, un petit tour d'horizon s'impose. Que trouve-t-on en masse sur notre bonne vieille planète, qui est à la fois nourrissant pour l'homme et peu vorace? Les insectes, bien sûr. Plus de 2 milliards d'humains à travers le monde raffolent de ces petites bêtes. Même l'ONU semble penser qu'ils pourraient être la clé d'une alimentation écologique. L'intérêt des insectes, c'est qu'ils sont riches en protéines. Il est donc fort probable que ces sources de protéines exotiques fassent un jour partie de l'alimentation des Européens. Outre-Rhin, un homme a déjà osé franchir le pas. Tim Kuhn, chef cuisinier, travaille au sein de la première chaîne de restauration allemande à faire figurer des insectes au menu. Petite mise en bouche avec des verres de farine, des grillons domestiques et encore des grillons. Avec une teneur en protéines pouvant atteindre les 70%, les insectes sont bien plus nourrissants que la viande. Sans compter qu'ils sont aussi riches en vitamines et en minéraux. De quoi faire d'eux de sérieux concurrents. Le fait de cuire les insectes à la friteuse fait mieux ressortir leurs arômes. Mais si l'on veut adoucir leur goût, mieux vaut les faire revenir à la poêle sans ajouter trop de matière grasse. Quand on les fait griller de cette manière, ça leur donne un petit goût de noisette, une légère acidité et une texture assez farineuse. Il suffit de manger un petit pain à la farine d'épeautre pour se faire une idée de leur saveur. Un goût de pain d'épeautre? Les insectes s'avèrent décidément prometteurs. Ils préservent les ressources naturelles de la planète et rassasient les humains. Autre avantage, ces bestioles peuvent se manger presque intégralement. À vrai dire, la dégustation d'insectes est loin d'être une vraie nouveauté. Au 19e et 20e siècle, la soupe de hanneton était parfois dégustée en France comme en Allemagne. Les insectes représentent-ils la nourriture du futur ou resteront-ils un simple folklore gastronomique? L'avenir nous le dira.
Je peux finir de manger et te laisser conclure l'émission? Non. Je dois avouer que cette délicieuse boulette à base de seitan, ou pourquoi pas de lupin, me suffit largement et je n'ai donc vraiment pas besoin de me nourrir d'insectes. Comme je suis végétalienne, je ne pourrai de toute façon pas en manger puisqu'il s'agit d'êtres vivants. Pour me nourrir, il faudra sacrifier dans le pire des cas une bête à tofu. D'accord, je suis prêt à en sacrifier une aussi parce que j'adore ça. Mais devant une telle assiette, je ne peux pas m'empêcher de vouloir continuer à manger encore un peu de viande. Cela dit, je sais qu'en consommer moins est bénéfique pour l'environnement et pour la santé. C'est ce que nous retiendrons de l'émission d'aujourd'hui. Mais comme je n'ai pas encore dévoré mes 600 grammes de viande hebdomadaire, je peux continuer à en manger sans avoir trop mauvaise conscience. En tout cas, quoi que vous mangiez, bon appétit et à la prochaine. À la prochaine, restez curieux. Et bon appétit.